Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être présents, non pas à Dijon malheureusement, nous sommes en visioconférence, nous ne pouvons pas profiter de cette ville magnifique et de la magnifique salle des Ducs de Bourgogne, mais nous pouvons quand même tenir cette 4e édition des Internationales de Dijon. Bonjour à tous, je vais présenter plus précisément le programme par la suite, mais je cède tout de suite la parole à François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, notre partenaire pour cet événement. François Rebsamen, à toi. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis heureux de participer, certes virtuellement, mais crise sanitaire oblige, à cette 4e édition des Internationales de Dijon. Permettez-moi de remercier tout particulièrement Pascal Boniface, qui dirige l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, qu'il a fondé en 1991. L'IRIS fête cette année ses 30 ans. L'Institut a toujours occupé une place à part, avec des positions le plus souvent originales et plus critiques que celles des ordres établis. La qualité de ses travaux de recherche lui a d'ailleurs permis d'élargir régulièrement son action, son audience, au point d'avoir reçu en 2009 la reconnaissance d'utilité publique et de figurer en très bonne place dans le classement annuel mondial des think tanks les plus reconnus sur les questions internationales. C'est avec toujours le même objectif que de rendre nécessaire l'information du public que l'IRIS et la ville de Dijon se sont associés pour proposer ce rendez-vous annuel. Quoi de plus normal lorsque l'on sait que notre capitale régionale, Dijon, s'est engagée depuis de nombreuses années, sous l'impulsion de mon adjointe, Sladana Zivkovic, que je salue, dans une forme dynamique, internationale et citoyenne. Revendiquant son ouverture et son sens de l'accueil, porté par des valeurs associées à sa double reconnaissance UNESCO et à son rayonnement, la ville de Dijon, la capitale régionale, a souhaité installer durablement ces internationales qui marquent notre engagement pour un monde plus juste. Il existe à Dijon, et il faut s'en réjouir, des travaux de recherche, des colloques, des conférences à Sciences Po qui font rayonner la ville, certes, mais qui touchent avant tout des publics très avertis. Le concept des internationales, c'est au contraire d'ouvrir débat et échange à tous les publics avec des intervenants qui ont une renommée qui dépasse souvent le cadre de nos frontières. L'international et la géopolitique intéressent, quand on y réfléchit bien, beaucoup de monde. C'est une forme de démocratie participative. Elle participe aussi, et c'est son rôle, à la démocratisation de la vie publique. L'idéal est de donner à chaque citoyen les moyens de développer son propre esprit critique. Apprendre ne suffit plus, il faut apprendre à comprendre. Cette phrase est de Pascal Boniface, mais elle résume bien ce que je pense. En accueillant un tel événement, Dijon affirme donc haut et fort son ambition de compter, oui, parmi les métropoles européennes, engagées sur la réflexion ou dans la réflexion sur l'avenir de notre planète. On ne peut être une métropole française, accueillante, ouverte sur le monde, et ignorer les enjeux liés à la montée de la puissance chinoise, le positionnement du nouveau président des États-Unis, les bouleversements auxquels est confrontée l'Algérie, ou bien encore le risque pandémique qui a pris nos sociétés par surprise. Cette 4e édition est consacrée à une question essentielle. Quel défi stratégique pour les 10 ans à venir? Elle débutera à 9h30 par l'évocation de la principale menace stratégique, tout le monde le sent bien, qui pèse sur le monde, le duel États-Unis-Chine. Puis, à 11h15, sur cette interrogation, Joe Biden va-t-il réconcilier les États-Unis et le monde? La relation États-Unis-Chine est celle d'une rivalité majeure. L'opposition entre Pékin et Washington sera le facteur structurant des questions géopolitiques dans les 10 années qui viennent. C'était l'un des rares points d'accord entre Trump et Biden. Il y a bien sûr la différence des régimes politiques, mais c'est surtout la montée en puissance de la Chine qui devient insupportable pour les États-Unis. Ces derniers sont habitués à être la puissance numéro 1 mondiale depuis 1945, et ils découvrent avec angoisse
qu'il risque d'être dépassé économiquement par la Chine dans les 10 années qui viennent. La Chine, si on prend un seul chiffre, faisait 10% du PIB des États-Unis quand elle a adhéré à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001. 10% du PIB des États-Unis. Elle en faisait 65% en 2019 et la Covid-19 a accéléré ce rattrapage. Comme l'a écrit là encore Pascal Boniface, Joe Biden élu, c'est vrai, le monde respire un peu mieux et la majorité des nations espèrent qu'il mette en place une diplomatie moins agressive, j'allais dire, moins brutale, moins unilatéralisme que son prédécesseur. Cet après-midi seront abordés deux autres thèmes majeurs. À 14h, où va l'Algérie? Et à 15h45, les pandémies, une menace éternelle, point d'interrogation. Les défis de l'Algérie sont très importants. Nous pouvons nous interroger effectivement, après la fin de règne de Bouteflika, sur le rôle de l'armée. Continuera-t-elle à occuper une place centrale? Sur les enjeux économiques du pays et sur ses conséquences, sur les conséquences sur les voisins du Maghreb. Ce sont ces différents volets qu'il s'agit d'explorer en vue de constater, d'analyser, d'essayer d'expliquer cette nouvelle page de l'histoire de l'Algérie. La colère sociale, dont vous avez entendu parler au vu des images, s'intensifie avec son cortège de grèves, de chômage élevé, 15%, et beaucoup plus chez les jeunes, et de paupérisation, de flambée des prix et de pénurie des denrées de base. Un front social en ébullition vient désormais s'ajouter à une profonde crise économique, née bien sûr de la chute de la rente pétrolière et à l'impasse politique qui perdure depuis le soulèvement populaire du Irak il y a 2 ans. Signe inquiétant pour un régime impopulaire et paralysé face au retour du Irak dans la rue. Les conflits sociaux se multiplient dans les services publics, que ce soit dans l'éducation, l'administration fiscale, les chemins de fer, les pompiers et les secteurs de la santé, éreintés qu'ils ont été par l'épidémie de Covid-19. Dans le prologue à son destin des maladies infectieuses qu'il avait publié en 1933, Charles Nicholl, prix Nobel de physiologie ou de médecine de 1928, écrivait « Les maladies infectieuses que nous observons ont-elles toujours existé ?» Point d'interrogation. En est-il parmi elles qui sont apparues au cours de l'histoire? Peut-on supposer qu'il en apparaîtra de nouvelles? Voilà une question. Et l'actualité des dernières décennies, régulièrement marquée par l'apparition et l'extension de maladies épidémiques à diffusion souvent très brutale, a apporté une réponse positive à ces questions prémonitoires, notamment la dernière. Désormais, nous nous sentons en permanence sous la menace de tels événements aussi inattendus que redoutables. L'espoir d'une fin d'épidémie anime aujourd'hui la planète entière. Cet espoir repose entièrement sur la science. Nos aïeuls, eux, ont grandi avec de nombreuses épidémies et le pessimisme qui les accompagne. La crise Covid a mis certes en lumière beaucoup de dysfonctionnements, de financement de la recherche, car il faut l'avouer et le constater, nous n'étions pas prêts, mais nous constatons avec satisfaction que le système d'alerte internationale a fait énormément de progrès et cette crise va amener à une réflexion sur la refondation d'une OMS, d'une Organisation mondiale de la santé, qui serait un peu plus parfaite. Je dois le dire en conclusion avec Pascal Boniface, et malgré le contexte sanitaire, nous avons voulu maintenir cette journée de débat en réunissant citoyens et experts de tous horizons, dont les échanges suscitent et la réflexion et le questionnement. Bien au-delà de Dijon, notre invitation est large, et c'est dans un état d'esprit ouvert et curieux que nous abordons cette journée aussi riche que cosmopolite. Débattre, c'est questionner et réfléchir. Réfléchir, c'est exercer son sens critique. Débattre, c'est s'emparer de la démocratie. Revendiquer, rechercher la contradiction possible et admettre la complexité du monde. En ma qualité de président de Cités Unies France, je dirais que notre capacité à nous mobiliser collectivement est essentielle pour construire la coopération décentralisée de l'après-Covid dans un monde complexe où le multilatéralisme est souvent battu en brèche. Les collectivités territoriales, à l'image de Dijon, sont porteuses de solutions, qu'elles travaillent avec leurs partenaires.
À l'échelle internationale, c'est ma conviction, elles ont un rôle majeur à tenir dans l'action en faveur d'un monde plus juste, d'un monde meilleur. Bonne journée à toutes et à tous et bonnes internationales. Merci François, effectivement, et merci pour avoir tenu, et je remercie également Stana Zizkovic, François Rebsamen et Saïd Vignoli qui ont décidé de maintenir l'événement malgré les règles sanitaires qui sont jusqu'à la semaine prochaine, mais la date est fixée avant, tout à fait drastique. Mais en tous les cas, l'important, c'est effectivement de continuer à réfléchir, à débattre. Je crois, et pour rebondir sur les propos de François, qu'effectivement, ce qui est important, c'est un acte citoyen de réfléchir en commun sur la marche du monde et que malheureusement, nous voyons un peu une dérive de cette notion de débat. Nous avons soit des débats où tout le monde est d'accord, soit des débats où tout le monde s'engueule et ne débat pas. Et donc, le fait de confronter des points de vue différents, mais dans le respect de l'autre, d'essayer de réfléchir en commun pour dégager l'intelligence collective et d'apporter un peu de rationalité dans ce type de débat est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est un peu l'ADN de l'IRIS, que de permettre l'expression d'opinions diverses, mais dans le respect et de dire que celui qui n'est pas d'accord avec vous n'est pas forcément un ennemi, il n'est pas un ennemi, il est juste quelqu'un qui a un point de vue différemment et que c'est de la confrontation des idées que pourra ressortir une meilleure compréhension du monde. Nous avons donc effectivement un programme chargé et riche avec des intervenants que je remercie tous par avance. On va voir les tables rondes par table ronde, mais qui vont tous apporter leur expertise effectivement pour un événement grand public. Et c'est aussi là le point d'accord entre Dijon et l'IRIS, de dire que ces questions géopolitiques ne sont pas des questions uniquement réservées aux spécialistes, que les spécialistes sont là, mais ils sont là pour débattre, pour aussi entendre les points de vue citoyens, mais que l'on voit bien un peu plus chaque jour l'intérêt que suscitent les questions internationales auprès du grand public et la soif qu'il y a de pouvoir prendre en compte les événements extérieurs, parce que je pense que chacun a compris désormais que ce qui se passe à l'extérieur des frontières ne nous est pas étranger, mais qu'il a des répercussions directes. Nous avons, en accord avec François Rebsamen et Sana Zizkovic, choisi 4 thèmes de table ronde pour cette année. Le premier, François Rebsamen en a dit un mot, effectivement, le duel États-Unis-Chine, on voit bien, sans vouloir rentrer dans le débat avant qu'il n'ait lieu, mais deux choses, c'est que ça sera le facteur structurant des relations internationales dans les années qui viennent, et les chiffres que François a cités sont éclairants. 10% du PIB américain pour la Chine il y a 20 ans, 65-70% aujourd'hui. Et puis aussi, et j'interrogerai les panélistes sur ce point, en fait, il n'est pas certain que Biden pourra peut-être changer les méthodes, mais il ne changera pas l'objectif. L'objectif américain est quand même de contenir la montée en puissance de la Chine. C'est un autre endiguement, finalement, ce n'est pas le containment mis en place après 1947 à l'égard de l'Union soviétique, mais il y a quand même l'idée de vouloir empêcher une montée en puissance de la Chine qui signifierait un dépassement des États-Unis par la Chine. Est-ce que c'est possible ? Par quels moyens ? Nous allons voir cela d'ici 3 ou 4 minutes. La deuxième table ronde, elle est bien sûr inscrite dans l'actualité, c'est l'élection de Biden, qui a été vécue avec soulagement par la plupart des capitales, pas toutes, parce qu'il y a des pays dans lesquels Trump était populaire. En Hongrie, par exemple, en Pologne, au Brésil, en Israël, en Arabie Saoudite, il y a des pays qui vont regretter Trump. Mais on peut dire qu'il y a quand même majoritairement, et en tous les cas majoritairement au sein des alliés des États-Unis, qu'il s'agisse des alliés asiatiques ou des alliés européens, le monde est soulagé de ne plus voir Trump. Et d'ailleurs, la question que se posait, et c'était la question qu'on avait posée habituellement l'an dernier, est-ce que le système multilatéral aurait résisté à un second mandat de Trump? Donc là, il n'y a pas cette question à se poser. Biden n'a pas pour programme de démanteler le système multilatéral et d'attaquer les institutions internationales. Reste à savoir jusqu'où ira son multilatéralisme. Multilatéralisme qui n'est pas tout à fait dans l'ADN de la diplomatie américaine. Et donc, il faudra voir si jusqu'où donc on peut compter, enfin jusqu'où ira le changement américain sur ce point.
Troisième table ronde, où va l'Algérie, partenaire essentiel pour la France pour des raisons humaines, historiques, économiques. Et effectivement, le Irak semblait turbuler, bousculer, mettre un petit peu sur la défensive le régime, qui s'est rattrapé. Les questions sanitaires, ici comme dans d'autres pays, ont effectivement fait en sorte que le le mouvement a été mis sous cloche pour des questions sanitaires et que le pouvoir a instrumentalisé les questions sanitaires pour faire taire la contestation. Mais celle-ci repart, celle-ci n'est pas morte comme dans d'autres pays et donc elle va reprendre. Et donc, que faut-il attendre de cela entre le bras de fer entre le régime et la société civile? Comment va se dérouler la partie? Et puis, eh bien, évidemment, une dernière table ronde sur les pandémies. On commence un peu à respirer, mais en fait, on commence un peu à respirer dans les pays occidentaux, puisque dans d'autres pays, Brésil, Inde, en Afrique, la pandémie n'est pas du tout vaincue. Et le directeur général de l'OMS a d'ailleurs mis en garde le fait que l'année 2021 devrait être encore plus, avoir un coût humain plus important que l'année 2020. Mais donc que faut-il faire pour vraiment vaincre le Covid-19 et de façon aussi peut-être plus prospective, sommes-nous à l'abri, puisque finalement les signaux d'avertissement sur le fait qu'une pandémie pourrait venir bloquer le système, mettre en danger la vie économique ou même la sécurité des pays, tous ces signaux d'alerte avaient été lancés par différentes voies auparavant, et néanmoins, nous n'étions pas prêts. Nous n'étions pas prêts, et je dirais les pays occidentaux peut-être encore moins prêts, puisqu'on a vu des fosses communes à New York, on a vu nos hôpitaux débordés, etc. Et puis, ensuite, à 17h15, Sladana Ziskovic prononcera l'allocution de clôture. Voilà, le décor est lancé. Une fois encore, merci à François Rebsamen et à Sladana Ziskovic de nous accueillir. Merci de ce partenariat. François est un ami de longue date et Dijon est une ville magnifique et accueillante et nous espérons pour les cinquièmes les faire dans vos murs. Je vais présenter très rapidement les intervenants pour la première table ronde consacrée au duel Chine-États-Unis. Sylvie Berman, qui a été ambassadrice de France en Chine, mais également d'ailleurs à Londres et à Moscou, et donc qui est actuellement présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale. Pierre Grosser, professeur agrégé au Centre d'histoire de Sciences Po et qui a beaucoup écrit pour que du côté occidental européen, on ne mésestime pas trop le rôle de l'Asie dans les affaires mondiales et qu'on n'ait pas une vue purement occidentalo-européo-centrée de l'histoire mondiale. Pierre Aski, que chacun écoute, soit s'il est précis à 8h17, soit comme moi en podcast régulièrement, donc chroniqueur à la fois à l'Obs et à France Inter, président de Reporters sans frontières, et qui a été correspondant de Libération à Pékin, et donc multiples casquettes, notamment celle de président de Reporters sans frontières, qui lui donne l'occasion de parler de la Chine. Et enfin, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, et qui peut-être apportera sa vision d'économiste de ce duel. Peut-être on va commencer donc. Ce que je propose, c'est qu'on fasse vraiment un débat ouvert, que la parole circule et plutôt que de faire des interventions, on va débattre pendant un peu moins d'une heure et ensuite passer la parole au public, aux questions du public. Peut-être, Sylvie Berman, je commencerai par vous, par cette première question. Dans la relation entre Pékin et Washington, que change l'élection de Biden? Est-ce que ça change fondamentalement la relation ou en fait, ça ne la change que dans la façon d'aborder un problème qui reste comparable ou le même? Oui, merci Pascal. Je crois que effectivement, en dehors de la méthode, et encore reste à voir si la méthode est plus douce, ce qui n'est pas sûr, cela ne change pas parce que, comme vous l'avez dit, l'objectif des États-Unis, c'est de contenir la Chine et d'éviter qu'elle ne devienne la première puissance mondiale. C'est ce fameux piège de Thucydide
évoqué par Graham Allison, où Sparte avait peur de la montée en puissance d'Athènes et ça aboutit à la guerre du Péloponnèse. Alors là, je pense qu'on n'aura pas un conflit chaud, mais on est quand même dans une guerre froide, une période froide, enfin peu importe, et qui est multidimensionnelle. Et il y a un accord bipartisan à Washington sur ce point-là. Si on reprend les différents dossiers sur le plan économique, commercial et technologique, on a plutôt tendance à penser que les choses se sont durcies puisqu'il y a eu récemment un décret et ajoutant un certain nombre de listes noires d'entreprises chinoises sur la liste noire américaine. C'est-à-dire, on en avait 12 à l'époque de Trump, on en a, je crois, 59 aujourd'hui. Et il y a, je crois, un vrai blocus technologique parce que Huawei est interdit évidemment aux États-Unis, mais est interdit également dans d'autres pays sous la pression de Washington. Et on voit comment d'ailleurs Londres, qui avait accepté et a dû changer de position. Je crois que les Suédois s'interrogent encore parce que le patron d'Ericsson a dit que les entreprises européennes avaient 2 ans de retard et qu'il serait utile d'avoir Huawei. Mais ce n'est pas uniquement Huawei, hein, c'est la guerre sur les semi-conducteurs, donc c'est dans tous les domaines. Et là, ça s'apparente pas une guerre finalement où chacun utilise ses moyens, mais plutôt effectivement un blocus de la part de Washington. Sur le plan diplomatique, on ne peut pas dire que les choses se sont vraiment améliorées si on regarde ce qui s'est passé à Anchorage, où Anthony Blinken, d'entrée de jeu, a tenu un discours très agressif vis-à-vis des Chinois qui, évidemment, ont répondu de la même manière en faisant venir les journalistes. La diplomatie, autrefois, c'était on fait un premier tour de table courtois et ensuite on traite des questions difficiles. Là, on fait l'inverse. Alors, cela dit, il y a eu 4 heures de discussion après qui ont peut-être été un petit peu plus constructives. Sur le plan idéologique, on dit toujours que ce n'est pas une guerre froide parce qu'il n'y a pas la dimension idéologique qu'il y avait du temps du conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique. Mais il y a d'une certaine manière ce conflit. Et là, je ne pense pas qu'il vienne de la Chine parce que la Chine, je le dis toujours, n'est pas prosélyte en ce sens qu'elle ne veut pas imposer son modèle, mais elle ne veut pas qu'on lui impose un modèle. Donc effectivement, elle est quand même dans une forme de propagande, mais pas pour convaincre les démocraties occidentales. Les démocraties occidentales, à l'inverse, veulent défendre leurs valeurs dans le monde, et donc il y a quand même cette dimension idéologique. Et enfin, sur le plan militaire, on sait que la Chine a renforcé la militarisation autour des îlots contestés. Elle est très présente en mer de Chine. Elle tient un discours qui peut paraître offensif à l'égard de Taïwan. Et les Américains donc, envoient des bâtiments de guerre, demandent aux autres pays de les soutenir. Donc, je pense que les choses ne se sont pas du tout améliorées, en fait, depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Et comme cette logique, c'est de continuer à empêcher la montée en puissance de la Chine, ça va probablement se poursuivre. D'autant plus que du côté chinois, il y a aussi davantage d'agressivité dans le discours. Hein. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Et autre chose qui a changé quand même avec Biden, c'est de vouloir rallier les Européens à cette endiguement, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, de la Chine, donc c'est vis-à-vis des Européens, mais également à l'OTAN, en essayant de constituer un front commun au sein de l'OTAN. Donc, même s'il est plus rationnel que ne l'était son prédécesseur, je pense qu'il n'y a pas véritablement d'amélioration de la relation. Merci Sylvie pour ce tour d'horizon. Pierre Grosser, je te poserai la même question. Qu'est-ce qui a changé depuis le 20 janvier de cette année dans l'attitude des États-Unis par rapport à Pékin ?
Oui, bonjour, et merci encore de l'invitation à participer à cette table ronde. Effectivement, on a l'impression que le durcissement à l'égard de la Chine des États-Unis, qui s'est manifesté surtout à partir de 2016-2017. On sait que la première année de Trump était beaucoup plus interrogative à l'égard de la Chine. Ce durcissement dure, et on a tendance à dire qu'il y a une espèce de consensus bipartisan, que c'est pratiquement le seul endroit où il y a un consensus bipartisan dans la politique extérieure et même d'une façon générale aux États-Unis. Je crois qu'il ne faut pas exagérer ce consensus bipartisan, d'une part parce que vous avez, j'allais dire, à la gauche de la gauche et à la droite de la droite, des gens qui pensent différemment les relations avec la Chine. Par exemple, à la gauche de la gauche, vous avez des gens qui estiment que la mise en orbite d'une politique agressive à l'égard de la Chine est une façon pour le Pentagone d'avoir un nouvel ennemi, de justifier des dépenses, une augmentation des dépenses d'armement, etc. Et à considérer que finalement, ce qui est important, c'est de se concentrer sur les affaires intérieures américaines. D'ailleurs, il faut remarquer que dans la propagande chinoise, un peu comme dans les années 60, on retrouve finalement la plupart des thèmes de la gauche américaine sur une démocratie en crise, sur les inégalités sociales, sur le racisme, l'impérialisme, le militarisme. Et ça, on a l'impression de se retrouver dans les années 60. C'est assez fascinant. Au-delà de ça, ça a été évoqué à plusieurs reprises sur la volonté de contenir la Chine. Alors, je ne vais pas finir, c'est très compliqué la manière dont les Américains pensaient leur relation avec l'Union soviétique, mais là, la grande interrogation qu'on a sur la Chine et les relations entre les États-Unis et la Chine, c'est de savoir si l'objectif des États-Unis, c'est de maintenir leur primauté, et à ce moment-là, vous avez une politique particulière, ou de rentrer dans une véritable guerre froide, avec de plus de confrontationnel avec la Chine. Moi, je ne pense pas, honnêtement, que les États-Unis font énormément d'efforts pour empêcher la montée en puissance de la Chine. Ça a été le discours chinois pendant des décennies. Par exemple, quand on parlait environnement, à chaque fois, les Chinois, jusqu'au milieu des années 2010, expliquaient, mais vous comprenez, on est un pays du tiers-monde, c'est vous qui avez pollué pendant très longtemps. Et là, à chaque fois que vous essayez de nous mettre des entraves dans notre croissance, c'est la preuve que vous ne voulez pas que nous récupérions notre place légitime, que nous ayons un développement que nous devons faire. Donc, si vous voulez, ce discours est un discours chinois traditionnel de dire que les Américains veulent empêcher la croissance chinoise. Je ne vois pas tellement en ce moment en quoi les Américains essayent cela, puisque de toute façon, une partie de cette politique, notamment sur les questions technologiques, c'est plus dans se protéger d'une présence chinoise, voire d'une domination chinoise dans les technologies, dans les standards, parce qu'il y a une bataille pour les standards internationaux dans les technologies aujourd'hui, plus qu'essayer d'empêcher la recherche et la technologie chinoise, qui de toute façon, tous ces efforts-là, par exemple sur les semi-conducteurs, risquent d'être de toute façon totalement contre-productifs. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les Chinois aujourd'hui font un effort considérable sur les semi-conducteurs et dans tout un tas d'autres domaines, même si on ne parle plus beaucoup de plan à l'horizon 2025, il y a quand même tout un tas de secteurs où les Chinois vont vouloir dominer. Je rappelle quand même pour la recherche qu'on estime que d'ici 10 ou 15 ans, les dépenses en recherche-développement de la Chine, ce sera l'équivalent des dépenses militaires américaines. Donc, je veux dire, c'est l'idée que les États-Unis veulent empêcher ce développement de la Chine, je ne le pense pas. Le problème, c'est de contenir la Chine au sens contenir son comportement international, son comportement à l'égard des voisins et proposer des alternatives. Et là, ce n'est pas seulement les États-Unis qui s'imposent aux Européens, aux Indiens, aux Japonais, etc. Il y a aussi une demande d'avoir un choix. Là, l'inquiétude d'un certain nombre de pays, notamment proches de la Chine, c'est d'avoir l'impression de se retrouver dans une sphère d'influence chinoise avec les Chinois qui dictent la conduite, parce qu'il faut savoir quand même
comment les Chinois aujourd'hui se comportent dans un certain nombre de pays derrière le discours sur le win-win, etc., c'est de l'unilatéralisme le plus pur. C'est je veux telle chose et comme j'ai de l'argent, vous devez accepter cela. Et donc, l'idée, c'est que je pense pour les États-Unis aujourd'hui, c'est effectivement de contenir un certain nombre de comportements chinois, notamment d'un point de vue militaire et autres, et aussi d'avoir la possibilité de proposer, notamment dans les infrastructures, notamment dans les questions technologiques, avec les Indiens, avec les Japonais qui sont très actifs sur ces questions-là, notamment évidemment en Asie, en Afrique ou ailleurs, de proposer une alternative. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas la volonté de freiner, qu'il y a une vraie inquiétude à l'égard de la montée en puissance de la Chine et de ce que ça va avoir comme conséquence pour tout le monde, et les États-Unis y compris, si en termes de standards ou en termes de domination technologique ou en termes de domination des organisations internationales, la Chine, d'ici 20 ou 30 ans, devient une puissance hors du commun de ce qu'on n'a jamais connu, parce que c'est une possibilité, il faut quand même le dire. Et donc, l'objectif des Américains, à mon avis, c'est d'essayer de tenir à peu près ces quelques digues en essayant, et c'est ça qui, à mon avis, est le cœur de la politique américaine, de réparer les États-Unis. Je crois que Biden, c'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, le problème de Trump, c'est qu'il a affaibli les États-Unis, en tout cas c'est une pensée, affaibli l'image des États-Unis, et que pour essayer de tenir à peu près le coup dans cette compétition, il faut essayer d'avoir de nouveau une image positive à l'international, et notamment dans les pays du Sud, et une partie justement de tout ce qui suit Black Lives Matter, etc. C'est une façon, comme dans les années 60, après le mouvement civique aux États-Unis, de relancer une image des États-Unis, les États-Unis comme étant pour, cette fois-ci, l'égalité raciale, alors que justement, la Chine n'a pas grand-chose à dire là-dessus, sauf à accuser les États-Unis finalement d'être racistes, notamment à l'égard des Asiatiques. Mais quand on voit le comportement des Chinois à l'égard des Africains à l'intérieur de la Chine, c'est pas spécialement brillant non plus. Merci Pierre. Bien, sans plus attendre, je vais passer la parole à Pierre Aski. Pierre, est-ce que tu vois un changement de l'attitude de la Maison-Blanche et des États-Unis comme puissance par rapport à Pékin, et notamment, enfin, le terme de génocide qui a été employé. Est-ce que finalement les États-Unis sont plus offensifs à l'égard de la Chine depuis que Biden, qui est jugé normalement moins excessif et plus tempéré que Trump, est-ce qu'il y a au contraire une attitude plus ferme, certains diront plus agressive, de Washington à l'égard de Pékin? Bonjour à toutes et tous et merci Pascal pour l'invitation et bravo d'avoir maintenu cet événement dans ces circonstances. Je vais pas répéter ce qui a été dit parce que je suis globalement d'accord avec la manière dont ça a été présenté. Je pense que le changement, il est d'abord qualitatif plus que sur le fond. C'est-à-dire que l'administration Biden a introduit non pas un virage dans sa relation avec la Chine, mais un changement dans deux domaines. Le premier, c'est la recherche d'alliés, ça a été dit. On consulte, on organise le Quad, c'est-à-dire l'alliance avec l'Inde, l'Australie et le Japon en Asie. On consulte et on essaie d'attirer les Européens dans l'orbite américaine face à la Chine. Il y a une stratégie que Trump avait totalement délaissée par son unilatéralisme. Et la deuxième, c'est une approche un peu plus sophistiquée des choses. On le voit par exemple, et je trouve ça très frappant en ce moment, la manière dont Biden utilise l'affaire du virus. De nouveau, le soupçon d'une fuite provenant d'un laboratoire. Donc, il y a toujours ce mystère sur l'origine de la pandémie. Et là où Trump, l'année dernière, martelait ça comme un slogan, le virus chinois, et en avait fait un outil de matraquage de Pékin, on a aujourd'hui une administration Biden qui dit à peu près la même chose, c'est-à-dire qui réclame une enquête approfondie sur les origines, qui réclame des précisions sur un certain nombre de cas
de gens qui auraient été contaminés avant que la pandémie soit connue, mais qui s'appuie sur la démarche de scientifiques, sur un appel signé par une vingtaine de scientifiques, dont un des principaux scientifiques occidentaux qui a travaillé avec l'Institut de virologie de Wuhan. Donc, on a une démarche qui, là, tout d'un coup, est beaucoup plus cohérente et on voit d'ailleurs qu'elle a entraîné même le docteur Tedros, le directeur général de l'OMS, à poser les mêmes questions, alors que le docteur Tedros avait été accusé l'année dernière d'être l'agent de Pékin à la tête de l'OMS. Donc, on voit bien que là, il y a une approche, disons, un peu plus systématique, un peu plus organisée, un peu plus cohérente pour être convaincante. Et on le voit bien sur cette question du virus. L'année dernière, tout le monde considérait que les accusations américaines sur le laboratoire de Wuhan étaient un outil de propagande agité par Mike Pompeo et l'administration Trump. Et aujourd'hui, on la prend un peu plus au sérieux parce qu'elle s'appuie sur des données scientifiques, sur des questions qui n'ont pas trouvé de réponse dans les débuts d'enquête qui ont eu lieu, notamment au niveau de l'OMS. Donc là, je pense qu'il y a une vraie différence qualitative dans l'approche. Mais je voudrais revenir pour essayer de compléter ce qu'ont dit les deux premiers orateurs et avec lesquels je suis globalement d'accord, sur une dimension qui, je pense, est psychologiquement structurante dans l'attitude américaine, qui est la question de la technologie, parce que je pense que c'est le vrai terrain de rivalité, d'affrontement, de test. Il est sur celui de la technologie, avec une référence historique, et Pierre Grosser ne me contredira pas, qui est ce qu'on a appelé le moment Spoutnik, c'est-à-dire en 1957, les Soviétiques lancent le premier engin spatial dans l'espace, et les Américains ont un choc parce qu'ils réalisent que les Soviétiques avaient plus d'avance dans ce secteur qu'ils ne le pensaient. Et il en résulte deux institutions américaines extrêmement importantes et qui sont toujours importantes aujourd'hui. La première, c'est la NASA, qu'on connaît bien et qui a fait la conquête de l'espace et l'envoi du premier homme sur la Lune, etc. Et la deuxième, qui est beaucoup moins connue, mais qui est plus stratégique peut-être, c'est la DARPA. Et la DARPA est une institution américaine publique qui a un budget absolument colossal de milliards de dollars, et Trump y a rajouté une couche ces dernières années, dont la mission est de maintenir un coup d'avance aux États-Unis dans ce qu'on appelle les technologies de rupture. Et c'est là qu'intervient le nouveau moment Spoutnik, qui est ce plan 2025 dont parlait Pierre Grosser tout à l'heure, qui a été publié par Pékin, qui était sans doute une maladresse de communication, parce que Pékin affichait la liste des technologies de rupture, donc l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la robotique, etc., enfin tous les domaines qui feront le monde de demain, dans lesquels la Chine donnait son ambition de devenir numéro 1. Et ça, c'est inacceptable à Washington. C'est-à-dire l'idée que sur des technologies aussi importantes, souvenez-vous de la phrase de Poutine, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle sera le maître du monde. C'est Poutine qui l'a dit il y a quelques années, et je pense que c'est globalement ce que tous les dirigeants de la planète ont dans la tête. Et donc, avoir cet affichage chinois de devenir numéro 1 dans des secteurs sur lesquels les États-Unis se considèrent comme légitimes leaders et pour leur propre protection devant garder ce coup d'avance que la DARPA est censée faire, c'était inacceptable, et la guerre a commencé véritablement. Le coup d'envoi de cette rivalité sino-américaine par Trump, c'est l'affaire Huawei. Alors, il y a eu un petit épisode ZTE, qui est l'autre équipementier de télécom chinois, mais qui a été une sorte de galop d'essai. Et le vrai coup d'envoi, c'est l'arrestation de la directrice financière du groupe Huawei à Vancouver, qui se trouve être la fille du fondateur de ce fleuron de l'industrie technologique chinoise, accusée
par Washington, donc elle est encore en procédure, hein, elle est toujours coincée à Vancouver, elle n'est pas détenue, mais elle est dans sa très belle résidence de Vancouver avec un bracelet électronique à la cheville. Elle est soumise à une demande d'extradition de Washington pour violation des sanctions contre l'Iran, les sanctions internationales pré-2015, non pas les sanctions unilatérales de Trump. Et Huawei, apparemment, il y a des milliers de pages de documents qui prouvent les Américains ont un dossier solide. Huawei s'attaquer à Huawei, s'attaquer à la fille du fondateur de Huawei, c'est s'attaquer au cœur du pouvoir chinois. Et ça a été le point de départ. Et aujourd'hui, on voit que cette rivalité est dans tous les sens, dans tous les domaines. J'en prendrai qu'un, qui est celui des semi-conducteurs auquel a fait référence Pierre Grosser, on le voit bien aujourd'hui, il y a des chaînes de production automobile qui sont à l'arrêt en France, au Japon ou aux États-Unis parce qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs. Et on découvre tout d'un coup, entre guillemets, que la géopolitique des semi-conducteurs, c'est quelque chose d'abord d'essentiel au fonctionnement de l'économie numérisée d'aujourd'hui et surtout de demain, mais aussi qu'il y a une distorsion énorme de la planète dans le domaine des semi-conducteurs et qu'il y a un géant absolu, toute catégorie dans les semi-conducteurs, c'est Taïwan. Et là, on retrouve tous les enjeux à la fois, c'est-à-dire l'enjeu chinois historique de reconquête de Taïwan, la dernière partie du monde chinois qui échappe encore à Pékin, et la technologie, le cœur de la technologie de demain, avec une entreprise clé qui s'appelle TSMC, qui produit 80% des semi-conducteurs haut de gamme et qui a 10 ans d'avance ou en tout cas plusieurs années d'avance, c'est difficile à calculer de près, mais qui est sur le point de produire des semi-conducteurs. Alors l'unité de mesure du semi-conducteur, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais c'est très intéressant de comprendre cet enjeu-là. L'unité de mesure du semi-conducteur, c'est le nanomètre. Et TSMC va descendre dès l'année prochaine à 2 nanomètres, c'est-à-dire des semi-conducteurs qui ont l'épaisseur, qui sont plus fins qu'un cheveu. Il faut comprendre ça. La Chine et l'Europe et les États-Unis sont en retard dans ce domaine, ou en tout cas ont abandonné leurs prétentions pendant des années à être dans cette course et ont tout délégué à TSMC. Et en France, on fait des semi-conducteurs à 2 chiffres, c'est-à-dire 12, 14 nanomètres. Les Chinois ont investi des dizaines de milliards de dollars et ils continuent aujourd'hui pour rattraper leur retard. Ils importent plus en semi-conducteurs qu'en pétrole chaque année. C'est spectaculaire. Et là, on voit, et Trump a eu cette intuition que c'était là que ça se passait, et il a convaincu TSMC d'ouvrir une usine aux États-Unis. La première usine de TSMC de semi-conducteurs haut de gamme, elle va se trouver aux États-Unis. Il y a une sorte d'OPEP du semi-conducteur très géopolitique qui se fait entre les États-Unis et Taïwan. L'Europe essaye de rester dans la course. Thierry Breton, le commissaire européen, a annoncé un plan pour essayer de développer cette activité. La part de l'Europe dans la production des semi-conducteurs aujourd'hui est tombée à 10%. Et la Commission se fixe comme objectif d'arriver à 20%, donc de doubler la part de l'Europe. Mais ça veut dire des investissements colossaux. TSMC, cette entreprise taïwanaise, une entreprise privée taïwanaise, a un plan d'investissement de 100 milliards de dollars sur les 3 prochaines années. Le plan européen, c'est 10 à 12 milliards qui seront complétés par des investisseurs privés. Donc, on est dans des rapports d'échelle qui sont disproportionnés. Donc, c'est là que se passe cette rivalité. Et je termine là-dessus. L'alternative devant laquelle on est placé et les prochaines années, peut-être les 2 prochaines années vont dire dans quelle direction va le monde. C'est soit on va vers 2 mondes séparés par la technologie, l'univers américain et l'univers chinois.
c'est une possibilité. On parle déjà à propos d'Internet du splinternet, c'est-à-dire d'un Internet clivé. Le monde, la Chine a construit son Internet comme un intranet, c'est-à-dire en circuit fermé. Ce qui explique la simplicité d'ailleurs à bloquer les sources étrangères, à censurer cet univers-là. Mais ça peut s'appliquer à tout le reste. On a vu il y a quelques jours Huawei sortir son système opérateur puisqu'il est privé d'accès à Android, le système de Google. Donc on voit bien qu'il y a un univers parallèle qui est en train de se créer. Mais est-ce qu'on va garder la compatibilité ou est-ce qu'il y aura deux systèmes totalement parallèles? C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est évidemment que de cette confrontation et du retour de crédibilité américaine, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même, le retour d'un rapport de force favorable aux Américains, c'est-à-dire la fin de l'illusion chinoise que les États-Unis sont en déclin et que l'heure de la Chine a sonné. Si les États-Unis parviennent à recréer ce rapport de force, il peut y avoir des compromis et une sorte de coexistence pacifique régulée et un petit peu plus harmonieuse. Mais on est au carrefour entre ces deux voies, l'une qui est celle d'une séparation et donc de la confrontation d'une manière ou d'une autre, pas forcément chaude, mais en tout cas extrêmement vive, et l'autre qui est celle d'un nouveau rapport de force d'où émergera une nouvelle organisation du monde d'une certaine manière, ce qui nous pose à nous, Européens, mais c'est un autre sujet, la question de notre place dans ce monde-là. Merci Pierre. Je vais enchaîner directement avec Sylvie. Le tableau est dressé. Est-ce que c'est donc dans le domaine économique et de façon encore plus précise, dans le domaine technologique, que la compétition entre Pékin et Washington sera, c'est ça qui sera le juge de paix de cette compétition? Et est-ce que on peut rêver d'un Yalta, d'une détente, ou est-ce que l'on va vers une guerre froide? Merci Pascal et bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est la dimension économique et la dimension technologique, comme vient de le rappeler Pierre, sont des éléments fondamentaux. Il y a un petit rapport qui a été publié par le Congrès américain au mois de mars cette année et qui listait, alors sans préciser si c'était hiérarchisé, mais en général, quand on écrit un papier, les idées nous viennent au fur et à mesure de l'importance qu'on leur accorde. Donc, il listait les éléments qui vont structurer la relation entre la Chine et les États-Unis sous l'administration Biden. Et les trois premiers éléments qui étaient cités, c'était d'abord la question économique et la relation commerciale, les échanges en fait et les interdépendances entre les deux économies que sont la Chine et les États-Unis. Le deuxième élément, c'était la technologie, et puis le troisième élément, c'était l'influence, avec une grosse inquiétude qui était exprimée et qui n'est pas du tout nouvelle, mais qui était réexprimée à ce moment-là sur le projet de route de la soie de la Chine et finalement ce qui est apprécié aux États-Unis comme une forme d'impérialisme, la volonté pour les Chinois de peser et d'imposer leur marque partout sur la planète. Et au-delà de la route de la soie, le deuxième mot qui arrivait, qui était assez frappant, c'était les investissements dans les infrastructures, avec cette idée qu'au fond, en investissant massivement dans un certain nombre de pays, les Chinois faisaient de l'influence, arrivaient à promouvoir leur image là où les États-Unis étaient peut-être en recul par rapport à tout ça. Alors, et finalement, la question climatique arrivait en 4e position, suivait la question du Covid et de la gestion de la crise et de la responsabilité autour de cette crise. Et au fond, la question des Ouïghours et des droits de l'homme, la question de Hong Kong, la question de Taïwan n'arrivait que bien plus loin dans les arguments qui étaient exprimés, un petit peu comme si ça pouvait, en tout cas c'est ce qui apparaît dans les premières semaines de cette présidence Biden, c'était des arguments pour conforter finalement le côté dans l'approche qui est souvent manichéenne des Américains, pour conforter le fait que les États-Unis, eux, sont du bon côté. Mais les enjeux, ils sont d'abord économiques, technologiques et d'influence. Alors, sur la partie économique pure et sur la relation commerciale, là, il y a un changement qui est assez net dans l'approche Biden. C'est finalement la compréhension
que on peut le relier à la volonté de multilatéralisme. C'est la compréhension que les intérêts dans la relation économique entre la Chine et les États-Unis sont réels. Là où Donald Trump avait un objectif de découpler totalement les deux économies, de casser cette relation avec des entreprises et des secteurs d'activité qui ont profondément souffert de la guerre commerciale qu'a engagée Donald Trump, l'équipe Biden est quand même beaucoup plus alerte et beaucoup plus avertie sur le fait qu'il y a des relations économiques. Il est rappelé très souvent, d'ailleurs, que ce soit dans les discours officiels, dans les rapports du Congrès, dans les analyses qui sont faites de la relation entre la Chine et les États-Unis, il est rappelé très souvent qu'en 2020, encore, la Chine est le premier partenaire commercial et financier, ça c'est assez important, premier partenaire commercial et financier des États-Unis. Et donc, il y a un intérêt malgré tout à ne pas complètement déconstruire cette relation, en tout cas à ne pas la déconstruire trop rapidement. Si découplage il y a, il faut qu'il soit pragmatique, il faut qu'il serve les intérêts des États-Unis et sans que ce soit dit comme tel, la guerre commerciale engagée par Donald Trump n'allait pas du tout dans cette direction. Et donc, on va avoir finalement une approche relativement pragmatique qui va viser à préserver le leadership américain, donc préserver la première place des États-Unis dans le domaine technologique, mais aussi en termes de classement du PIB, sans pour autant complètement déconstruire ou trop rapidement déconstruire cette relation. Et il y a un élément justement qu'on a parfois sous-estimé lors de la présidence Trump et qui est conforté et repris par l'administration démocrate. Pour un économiste, les premières décisions de politique économique de Donald Trump étaient assez incompréhensibles. Ces baisses d'impôts fin 2016 ou début 2017, alors même que l'économie américaine fonctionnait à plein régime, ça a fait peur à beaucoup d'économistes et c'était surtout quelque part difficile à comprendre. Alors certains ont dit oui, mais parce qu'il n'a rien compris, c'est normal. D'autres ont dit bah non, il fait des cadeaux à ses copains, c'est normal aussi. Je crois que il y avait un autre argument et on se souvient que Donald Trump était quand même entouré de personnes qui n'étaient pas très empathiques et qui n'avaient pas une vision très positive de la Chine, voire même l'inverse, des Peter Navarro ou autres. Je pense qu'il y avait quand même un objectif de soutenir et d'accélérer la croissance économique coûte que coûte pour ralentir le rattrapage de l'économie chinoise. Et de ce point de vue-là, ça a relativement bien fonctionné. Si vous regardez les courbes des évolutions du PIB, du produit intérieur brut de la Chine et des États-Unis sur les 10 dernières années, c'est vrai que le rattrapage chinois dans le domaine de la production de richesse et de la production de l'économie et de croissance économique a quand même relativement ralenti. Cet objectif n'a jamais été exprimé comme tel, sauf erreur de ma part, alors même qu'il est totalement assumé par Joe Biden. Le discours qu'a tenu Joe Biden pour annoncer après son rescue plan, son plan de relance de 1 900 milliards, pour annoncer son plan d'investissement dans les infrastructures ou son plan d'aide aux familles, l'argument qui était avancé, c'est nous sommes à un moment charnière dans notre développement économique et il nous faut préserver le leadership américain. Et la Chine était citée, le leadership américain face à cette croissance chinoise et face à cette économie chinoise qui est en train de nous rattraper. Donc là, on l'assume et on veut véritablement accélérer la croissance économique. Attention, entendons-nous bien, pas par rapport à ce qui s'est passé en 2020, bien évidemment, mais par rapport à ce qu'elle était avant 2019, alors même qu'avant 2019, en mars 2020, souvenez-vous, quand les États-Unis, quand nous sommes rentrés en pandémie, les États-Unis achevaient la période de croissance économique la plus longue de leur histoire, depuis le début de l'année 2009. Donc, on est quand même dans cette logique-là. Alors, le découplage se fera très clairement, mais c'est un découplage qui n'est plus exprimé comme tel. Le mot est assez peu employé ces derniers temps aux États-Unis. On est plutôt dans une logique d'indépendance et de souveraineté. Et d'ailleurs, qui ne vise pas uniquement la Chine et les technologies chinoises, mais qui vise la volonté de réindustrialiser les États-Unis pour les rendre plus souverains, plus indépendants. On a annoncé, vous l'avez probablement vu dans la
presse hier, l'installation le début de chantier de la construction d'une première usine de TSMC avec l'objectif de produire ces fameux microprocesseurs, ces fameuses puces électroniques aux États-Unis. Et l'objectif, c'est d'ouvrir une dizaine d'usines sur le sol des États-Unis dans les années qui viennent. Donc ça, ce sont des éléments très, très importants. Et je rejoins Pierre Grosser sur le discours qui est tenu et les arguments qui sont servis par l'administration Biden, qui rappellent étrangement les années 60 en fait, et le fait que les États-Unis devaient se positionner, devaient redistribuer, devaient avoir une politique qui renforçait à la fois le système capitaliste à cette époque-là et la démocratie. Je trouve qu'on est aujourd'hui aussi dans cette logique de valeurs et dans cette volonté de promouvoir les valeurs démocratiques. Et ça relève, me semble-t-il, d'une analyse assez intelligente de l'administration en place aujourd'hui sur le fait qu'au fond, la relation ou la rivalité avec la Chine peut aussi être un bon moyen de renforcer la cohésion nationale largement mise à mal. Je ne reviens pas sur les événements de l'automne aux États-Unis, mais aussi le retour des États-Unis au sein de ces alliances où la réconciliation des États-Unis avec ses principaux alliés et finalement la défense de cette idée démocratique et du fait que la démocratie, elle est importante et elle doit être consolidée, préservée aux États-Unis, mais elle doit être consolidée, pas pour être consolidée, pas parce qu'on est dogmatique, mais elle doit être consolidée parce que de toute façon, c'est un régime politique qui est meilleur, qui est supérieur à tous les autres régimes politiques. Donc, je crois qu'on retrouve tout ça et finalement avec effectivement une tendance qui est assez comparable à ce qu'on avait vécu dans l'administration précédente, mais des analyses qui peuvent être un petit peu différentes. Et moi, j'ai été assez étonnée, Sylvie en parlait tout à l'heure, de la brutalité en fait des premières déclarations, soit de Joe Biden, soit Anchorage de M. Blinken. Parce qu'au fond, je trouvais ça quelque peu maladroit. Alors, c'est peut-être une stratégie, c'est-à-dire on tape et puis une fois qu'on a tapé, on va négocier. Et au fond, comme les attentes sont abaissées parce qu'on a annoncé qu'on allait être très violent et très méchant, on peut négocier beaucoup mieux et on a des cartes dans sa besace. Mais je crois que c'était maladroit parce qu'au fond, je trouvais que ça ressemblait assez aux maladresses qui ont pu être commises pendant toute la période du Covid par les Chinois, que ce soit l'administration chinoise en Chine ou les représentations chinoises partout dans le monde, c'était pas forcément des plus habiles. Merci Sylvie. Ta conclusion me rappelle les propos d'Arbatov, qui était un des conseillers de Gorbatchev, qui disait en 87, on va vous rendre le pire des services, on va vous priver d'un ennemi. Et donc effectivement, il faut en recréer un pour exister. Pierre Grosser, en tant qu'historien, on a commencé un peu à parler des droits de l'homme, il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est que lorsqu'il y a la grande opération d'alliance stratégique de facto entre Pékin et Washington, on ne peut pas dire qu'en 1972, les droits de l'homme soient tout à fait respectés en Chine. Et donc, par rapport à cette question des droits de l'homme, alors évidemment, personne ne va nier le caractère autoritaire du régime chinois, mais quelle est la part de sincérité et d'instrumentalisation cynique de la question des droits de l'homme dans l'attitude américaine par rapport à Pékin, sachant qu'une fois encore, en 1972, ils avaient quand même un peu plus foulé aux pieds encore que maintenant, et que par ailleurs, Washington a des bonnes relations avec des pays qui ne sont pas excessivement respectueux des droits de l'homme. Alors effectivement, en 1972, la question des droits de l'homme n'était pas du tout sur le devant de la scène, puisque la logique était géopolitique. Et je rappelle que un des architectes, même si Nixon et Kissinger sont les deux architectes, c'est Kissinger qui a toujours prétendu en tirer bénéfice, et qu'aujourd'hui, Kissinger, pour des raisons qui sont pas seulement intellectuelles, passe son temps à faire des déclarations qu'il faut continuer à être sympathique avec la Chine, que la Chine est un ami, et avec cette idée aussi d'ailleurs que si on se met la Chine dans la poche, l'ordre international sera plus stable. Il faut bien voir qu'effectivement, en 1972, la situation des droits de l'homme n'était pas terrible, mais à ce moment-là, je vais faire un petit tap, puisqu'on n'arrête pas en France de se gargariser sur la reconnaissance de la
de la Chine par De Gaulle en 1964, la situation, entre guillemets, des droits de l'homme était bien pire en 1964 qu'elle était en 1972, et que c'est pas spécialement à notre honneur ce qui a été fait en 1964. Il faut bien voir aussi que dans la diplomatie américaine, il faut attendre vraiment la fin des années 70 pour que les droits de l'homme soient au centre de la politique américaine, ou en tout cas dans une place beaucoup plus importante, plus instrumentalisée encore à l'époque de Reagan, hein, notamment en Amérique centrale. Je rappelle que la question des droits de l'homme en Chine n'a absolument pas intéressé avant la fin des années 80. Et si Tiananmen a tellement marqué, c'est parce qu'il s'était passé auparavant dans la société américaine un nouvel intérêt pour la Chine, notamment pour la question tibétaine. La question tibétaine n'a commencé à intéresser que vers 86-87. Et donc, la question des droits de l'homme dans les relations avec la Chine n'est arrivée qu'à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça que Tiananmen a eu autant d'écho, parce qu'il y avait déjà, si vous voulez, une certaine sensibilité à ça. Je rappelle que le président Bush père, qui était là au moment de Tiananmen, était un homme à la réconciliation de 1972 et 70 et qui n'en avait pas grand-chose à faire de la question des droits de l'homme et qui voulait très rapidement, avec l'aide de Kissinger, se rabibocher avec les Chinois. Et c'est donc Clinton, dans la campagne électorale, qui a attaqué ce genre de politique. Mais dès le milieu des années 90, les Américains ont délié la question commerciale de la question des droits de l'homme, et donc de nouveau, on a quand même très largement abandonné la question des droits de l'homme. En tout cas, elle est devenue secondaire dans les relations avec la Chine. Et ça a été valable pendant toutes les années 90-2000 et surtout dans les années 2000, qui sont une certaine forme de lune de miel entre les États-Unis et la Chine, qui a duré jusque 2010-2011. Et là, on en parlait très peu et on avait l'impression que la Chine aussi était en train de se transformer. Et elle était en train de se transformer, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des éléments de démocratie locale, il y avait des intellectuels qui parlaient plus, on pensait que les centaines de milliers d'étudiants chinois qui allaient aux États-Unis, ça allait quand même changer les États-Unis. Je pense pas qu'il y ait eu le rêve de complètement transformer la Chine. Je me souviens d'une couverture de The Economist en disant que le retour de Hong Kong à la Chine en 97, c'est ce qui allait changer la Chine. Que Hong Kong allait pouvoir changer la Chine. Je crois que finalement, il y a assez peu de monde qui l'a réellement espéré. Mais il faut bien voir que si les Américains se sont de nouveau, et l'ensemble du monde s'est de nouveau intéressé à la question des droits de l'homme, c'est quand même très largement parce que vous avez eu une reprise en main autoritaire, et je dirais même totalitaire, à partir du début des années 2000, à partir de 2013-2014, avec un réalignement général. Ça a été quand même l'objectif de Xi Jinping. C'est-à-dire que en termes de liberté d'expression, de contrôle des étudiants, de contrôle des associations, de contrôle des ONG, enfin de contrôle d'à peu près tout, eh bien les choses se sont transformées. Donc là encore, l'arrivée de la problématique ouïghour qui avait commencé finalement avec les actes terroristes de 2013-2014 et donc finalement une répression qui avait commencé à ce moment-là, mais c'est à partir de 2016-2017 qu'on commence à penser, à parler de ça, plus à partir de 2019, la question de Hong Kong a fait que finalement le terrain était propice à cela. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Sylvie Matelli, que aujourd'hui c'est pas ce qui est sur le devant de la scène, c'est ce qui est utilisé effectivement pour en partie répondre aux critiques chinoises sur ce qui se passe aux États-Unis. Hein, et vous avez un jeu de va-et-vient d'accusations réciproques qui est très traditionnel de l'époque de la guerre froide. Hein, il n'y a absolument rien de nouveau. Je ne pense pas que les Américains croient un instant qu'ils peuvent changer le régime, qu'ils peuvent même influencer dessus le régime. Et je crois que justement, ils ont intérêt à faire attention à leur langage, car là, le mantra actuellement en Chine, c'est de dire on ne veut plus se faire parler de haut, on ne veut plus de leçons des Américains. La référence, c'est la guerre des boxeurs, ou au lendemain de la guerre des boxeurs, donc 1900-1901. On a eu l'impression en Chine que les Américains et d'autres, d'ailleurs, les puissances européennes, faisaient la leçon aux Chinois. La grande question donc que nous devons nous poser,
c'est que oui, on s'aperçoit que c'est pas productif, voire en partie contre-productif, mais de ne rien dire, de se taire et de faire du kowtowing to China, c'est-à-dire de s'agenouiller devant la Chine en mettant sous le tapis un certain nombre de questions, ce n'est pas productif non plus parce que les Chinois ont l'impression que finalement on perd la face en étant incapable de tenir nos positions. Et donc on est pris à notre propre piège sur ces questions des droits de l'homme, à mon avis. Merci Pierre. Sylvie Berman, certains disent, notamment je pense à Stéphane Walt ou John Mearsheimer, que c'est une erreur stratégique de la part des États-Unis de pousser les Russes dans les bras de la Chine, dans la mesure où le défi le plus important vu de Washington ou du monde occidental, c'est Pékin, et qu'il ne faut pas défaire ce qui a été fait justement par Nixon et Kissinger, et plutôt de ramener la puissance mineure, hier la Chine, aujourd'hui la Russie, vers nous pour contrer la puissance majeure, hier l'Union soviétique, aujourd'hui la Chine. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre interprétation en disant que Biden fait ça de façon très volontaire parce que ça permet de mettre en scène une alliance des démocraties, Australie, Inde, Japon d'un côté, Union européenne de l'autre, contre un axe autoritaire avec ce sommet des démocraties qu'on nous annonce, dont il sera peut-être question au sommet de l'OTAN. Donc, comment voyez-vous cet axe Pékin-Moscou, vous qui avez été en poste dans les deux capitales, est-ce qu'il y a vraiment cette volonté américaine de présenter une alliance, un axe autoritaire contre lequel les démocraties doivent se regrouper et nécessairement sous les auspices de Washington? Oui, on a beaucoup évoqué Kissinger précisément, et Kissinger avait recommandé aux présidents américains successifs, d'ailleurs, de faire ce que lui avait fait en 72, c'est-à-dire de se rapprocher de la puissance la plus faible contre le véritable ennemi. Et en fait, Trump, mais l'ensemble de l'administration américaine a fait l'inverse. Et du coup, effectivement, il y a un rapprochement considérable entre Pékin et Moscou. On disait à l'époque que, bon, évidemment, il n'y a pas d'alliance entre les deux, la Chine ne veut pas d'alliance, mais on disait que c'était même pas un partenariat, c'était une simple entente. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il s'agit d'un véritable partenariat et dans tous les domaines. Ce qui est intéressant, c'est que sur le plan militaire, alors qu'il y avait des réserves avant, il y a maintenant des exercices en commun, des exercices militaires, et pas seulement dans la zone asiatique, mais également baltique, en Méditerranée. Les Chinois vont recevoir l'aide des Russes pour un système antimissile sophistiqué. Il y a un avion en commun. Ils ont décidé de développer une station commune sur la Lune. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a ce rapprochement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai assez souvent cité, qui m'avait été dit au MID. Nous devrions, nous, Russes et Américains, ériger une statue à la gloire de Donald Trump pour le remercier de cette lune de miel ou de cette amitié entre les deux pays, et qui est bien plus importante qu'elle n'a jamais été dans le passé. Xi Jinping et Poutine se rencontrent très souvent. Xi Jinping a qualifié Poutine de meilleur ami, ce qui est quand même une formule assez forte, surtout d'un dirigeant chinois. Ils se rencontrent plusieurs fois par an. Xi Jinping va non seulement au forum économique de Vladivostok, il va au forum économique également de Saint-Pétersbourg, donc en Europe. La raison, c'est effectivement de s'opposer à la poussée américaine ou à la poussée des démocraties. Et puis, ça joue justement sur les questions de droits de l'homme, sur les questions d'ingérence dans leurs affaires intérieures. Et il y a un front commun aux Nations Unies pour empêcher effectivement les initiatives occidentales. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au-delà de ce rapprochement entre la Chine et la Russie, la Chine se constitue un cercle d'amis dans le reste du monde via les infrastructures, l'aide, y compris en matière de vaccins, puisque on rappelle que c'était Angela Merkel qui avait été très choquée
à la fin 2020 de constater que la Chine et la Russie étaient beaucoup plus populaires dans les pays du Moyen-Orient, de l'Afrique, et on n'a peut-être pas les statistiques sur l'Amérique latine, mais que l'Allemagne, bon, que les États-Unis, bien sûr, parce que c'est des trains. Donc, effectivement, le risque, c'est d'avoir un petit peu cette alliance des autoritaires contre une alliance des démocraties, mais on peut se poser la question sur le régime de Modi à l'heure actuelle. Moi, je pense effectivement, je crois que c'est Pierre Aski qui a utilisé le terme de coexistence, de coexistence pacifique. Je crois que on devra admettre qu'on a des systèmes différents, défendre nos droits, défendre effectivement nos valeurs, mais trouver un modus vivendi comme on l'a trouvé du temps de l'Union soviétique. Les relations sont aujourd'hui moins bonnes entre les pays occidentaux et la Russie qu'elles ne l'étaient du temps de l'Union soviétique, et effectivement du temps d'une Chine qui n'était pas plus démocratique et pas plus respectueuse des droits de l'homme, nous avions de meilleures relations et une meilleure perception de la Chine qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, je pense que la coexistence, la nouvelle coexistence pacifique devrait être un peu nos mots d'ordre. Alors, évidemment, il y aura des compromis à faire, ce qui ne veut pas dire compromission, mais il faudra travailler à ça sans renoncer à rien. Merci Sylvie. Pierre Aski, je me tourne vers toi. Dans le premier sommet, ou avant le premier sommet, Anthony Blinken, donc le nouveau secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères américain, a utilisé le terme de génocide pour qualifier la situation des Ouïghours. Les mots sont quand même forts. Alors, est-ce que juridiquement, est-ce que c'est un artifice de propagande ou est-ce que ça correspond à une réalité juridique, et ensuite, qu'est-ce que l'on fait après une telle accusation? C'est une question extrêmement complexe et qui conditionne beaucoup de choses. Et j'étais frappé je fais un parallèle, un détour par le Rwanda, mais dans le rapport Duclerc, donc le rapport d'historien français qui vient d'être au cœur du rapprochement entre la France et le Rwanda autour de la mémoire du génocide, il est fait référence à des débats aux Nations Unies en plein cœur du génocide rwandais, du génocide des Tutsis, et les États-Unis, à l'époque, ne voulaient pas que la résolution de l'ONU emploie le mot génocide. Parce que, disaient les diplomates américains, si on emploie le mot génocide, on a une obligation d'agir. Et je trouve que cet argument était effectivement très valable et très judicieux dans le contexte rwandais, mais il pose question à l'emploi du mot génocide aujourd'hui parce que alors, sur une base juridique, je ne suis pas juriste, mais ce que je comprends, c'est que l'un des critères de la définition du génocide n'est pas simplement l'extermination de masse, mais aussi la natalité, donc l'intervention sur le taux de natalité d'un groupe de population, et c'est ce que semble montrer un certain nombre de documents sur des stérilisations forcées dans les camps, des témoignages de survivantes de ces camps qui nous sont parvenus, dont un est récemment sorti dans un livre en France, etc. Donc, sur le plan juridique, effectivement, il y a un des critères de qualification du génocide qui est rempli. Simplement, je pense qu'il y a moi, je ne l'emploie pas, pour être très 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 clair dans mes chroniques, parce que je pense que ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait après. Or, qu'est-ce qu'on fait après? Eh ben rien. C'est-à-dire que la communauté internationale aujourd'hui et ceux qui emploient le mot génocide, que ce soit Blinken et l'administration Biden qui ne l'emploie plus depuis quelque temps d'ailleurs, mais qui a commencé par l'employer, ou un certain nombre de parlements qui ont voté. Je pense au Canada, je pense aux Pays-Bas. Il y a plusieurs parlements et il y a des démarches, y compris au Parlement européen, pour faire adopter cette définition de génocide à propos du sort des Ouïghours, ne s'accompagne pas de la réflexion et de propositions sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut garder des relations diplomatiques avec un régime génocidaire? Mais voilà, et est-ce qu'on va continuer à vendre des sacs Louis Vuitton à un pays génocidaire? Est-ce qu'on va aller aux Jeux Olympiques d'hiver l'année prochaine
en Chine si dans un pays qui commet un génocide. Bref, il y a des conséquences absolument colossales que personne ne prend en compte aujourd'hui. Donc, moi, je pense que cet argument, évidemment, il est très fort parce que le mot génocide résonne dans nos têtes comme le mal absolu, et ce qui se passe dans le sort des Ouïghours est absolument détestable et condamnable et abominable. Mais je pense qu'il y a voilà, les mots ont un sens, les mots ont des conséquences, et là, on est un peu inconséquent lorsqu'on emploie un mot sans assumer ce qui suit. Et je pense que ça pose toute la question, on parlait des droits de l'homme tout à l'heure, mais de la manière de parler des droits de l'homme à un géant. Voilà, on peut être les relations internationales depuis 40 ans sont pleines de rodomontades vis-à-vis des pays qui n'ont pas les moyens de se défendre sur la question des droits de l'homme, et d'impasse et de silence sur ceux qui ont ces moyens. Et voilà. Et donc, comment réagit-on aujourd'hui à la mise au pas de Hong Kong? On l'a vu hier avec l'anniversaire du massacre de Tiananmen, qui a été interdit à Hong Kong comme il l'était déjà dans le reste de la Chine. Et Hong Kong était le dernier endroit où c'était possible dans l'espace, grâce à son système d'autonomie qui est aujourd'hui réduit en poussière. Comment réagit-on par rapport à ce qui se passe auprès des Ouïghours, en gros auprès de toutes les minorités, parce que les Tibétains, on n'en parle plus, mais ça ne se passe pas mieux, la Mongolie intérieure, bref, on est dépourvu de moyens juridiques, politiques, de règles internationales et de rapports de force pour agir sur ce plan. Et donc, la question du génocide est révélatrice de cet état de fait. Merci Pierre. Je vais tourner vers toi Sylvie pour te poser, je vais réunir deux questions qui sont posées par Joël Bell. La première, est-ce que les États-Unis peuvent empêcher finalement la montée en puissance technologique de la Chine? Et une question que je vais relier, quelle place pour l'Union européenne dans cette confrontation, notamment pour ce qui concerne les sciences et la technologie? Merci Pascal. Est-ce que les États-Unis peuvent empêcher le progrès technologique et le dépassement technologique ou même économique en fait des États-Unis par la Chine? C'est une vraie question. Très clairement, non. Mais si on y regarde, et l'ambition chinoise est affichée, est affirmée depuis quelques années, et les Chinois investissent massivement et ont massivement les moyens de parvenir à cette supériorité. Néanmoins, les États-Unis restent quand même un pays, ce que le FMI qualifierait d'une économie avancée. Et une économie avancée, c'est quoi? Une économie avancée, c'est une économie très diversifiée. Et c'est une économie très diversifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire une économie où la consommation est au moins aussi importante que le reste, que les exportations, que le progrès technologique, et c'est cette consommation, c'est ce marché américain qui porte ça. Alors c'est vrai qu'on a surestimé pendant très longtemps aux États-Unis la consommation et sous-estimé la nécessité de faire aussi de la production, mais je crois que les États-Unis en ont pris conscience et sont en train de réinvestir dans de la relocalisation de la production, on l'a déjà dit, mais également de réinvestir massivement dans un certain nombre de technologies. On a parlé de la 5G, on pourrait parler de la 6G, il y a la relocalisation de la production de microprocesseurs qui, au fond, conduit à reconstituer des chaînes de production et donc des chaînes de valeur. Donc ça devrait avoir tendance à plutôt freiner le rattrapage. Il y a d'autres éléments aussi qui jouent. Le dernier plan quinquennal chinois soulignait qu'il était nécessaire d'accéder au leadership technologique, mais mettait en évidence aussi les faiblesses chinoises en la matière, c'est-à-dire la dépendance encore vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'étranger. Et il était expliqué qu'il allait être nécessaire de poursuivre dans
dans plusieurs directions. La première direction, c'est d'investir à l'étranger pour aller chercher, c'est un petit peu la stratégie chinoise entre 2013 et 2017 en fait, d'aller investir dans des entreprises étrangères qui détenaient un certain nombre de technologies et de savoir-faire que ne maîtrisaient pas encore les Chinois. Le deuxième élément, c'était la nécessité de déposer des brevets et d'aller capter des technologies et de définir dans quelle technologie on voulait atteindre cette supériorité. Et le troisième axe pour parvenir à cette indépendance, c'était d'aller chercher des cerveaux à l'étranger, d'aller chercher des chercheurs à l'étranger. Et de ce point de vue-là, il est clair que les États-Unis restent quand même plus attractifs pour les cerveaux que la Chine, et que la Chine a quand même un certain chemin à parcourir pour arriver à attirer ces cerveaux-là. Donc, malgré tout, la Chine reste quand même encore dépendante de l'étranger pour accéder à sa supériorité technologique, et c'est peut-être l'un de ses handicaps. Et en plus, on a une Chine aussi, et j'en reviens à la consommation, qui ne parvient pas à dynamiser suffisamment son marché intérieur et finalement qui est handicapée également par ça. Je rajouterai le vieillissement de sa population. Donc, sur ce premier aspect, les États-Unis ne peuvent pas grand-chose, mais la Chine n'est pas complètement maître de son destin, si je voulais conclure. Alors, quid des Européens et quelle posture pour les Européens? C'est vrai que les Européens ont joué le jeu des règles multilatérales pendant très longtemps, de manière assez naïve, alors même qu'on se rend compte depuis quelques années qu'au fond, dans ce que certains qualifieront d'une guerre économique ou guerre technologique, il est clair que les politiques publiques sont extrêmement importantes. Taïwan, on parlait de Taïwan tout à l'heure, le génie de Taïwan sur la supériorité de Taïwan, la domination de TSMC, c'est quelque chose qui a été voulu par l'État taïwanais à un moment donné pour des questions économiques, technologiques, mais également pour des questions stratégiques et géopolitiques. Et aujourd'hui, le résultat est là. Mais on voit également cette nécessité, cet impératif des politiques publiques aux États-Unis et en Chine sur les questions technologiques. Je crois que les Européens ont privilégié, ça a souvent été dit, ont privilégié pendant très longtemps la concurrence et la politique de concurrence, avec l'idée qu'au fond, et on en revient au marché intérieur en fait, au fond, que c'est le consommateur qui était l'objectif absolu, parce que si vous aviez un marché intérieur, vous aviez du pouvoir et de l'influence. On s'est rendu compte que c'était pas suffisant et que c'était quelque peu naïf, et je trouve que les choses sont en train de bouger. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans le domaine technologique, quand vous êtes des économies développées et avancées comme les États-Unis ou comme l'Europe, vous pouvez prendre du retard à un moment donné, mais les bases sont solides et les bases sont là. Et le retard peut se rattraper très rapidement. On a un chercheur à l'IRIS, Pierre Laboué, qui a fait un rapport récemment sur les investissements européens en matière de batterie, et on se rend compte qu'en 5-6 ans, vous pouvez retourner une situation, à condition qu'il y ait un volontarisme politique. Donc, rien n'est perdu pour l'Europe, mais c'est vrai que la prise de conscience était nécessaire, elle est là, et qu'au-delà de cette prise de conscience, il faut vraiment investir massivement et avancer vers des politiques qui soutiennent la souveraineté européenne et le développement, le rattrapage technologique des Européens qui ont pris du retard dans un certain nombre de secteurs. Merci. La professeure Geneviève Bastide-Burdeau, que je salue et qui est une habituée de nos colloques, envoie une précision importante. Elle dit que la Chine est partie à la Convention de 1948 sur le génocide et que donc de ce fait, il existe des obligations juridiques à sa charge et des droits pour les autres États parties. Donc, précision juridique. Si je peux oui. Juste dire un petit mot, je pense que ça n'empêchera pas Xi Jinping de dormir, d'apprendre qu'il a signé cette convention, et on voit bien, vous savez, il y a un exemple, la Chine parle beaucoup de multilatéralisme depuis que Trump a essayé est devenu unilatéraliste, mais il y a un exemple très connu maintenant qui est le seul où la Chine a été condamnée par une instance internationale sur la mer de Chine, sur une plainte des Philippines. Et la réponse chinoise a été de s'asseoir dessus. C'est-à-dire que la Chine est capable de faire
preuve de beaucoup d'immobilisme quand ses intérêts sont en jeu, et le droit international, hélas, passe derrière. Pierre, je vais me tourner vers toi, Pierre Grosser. Emmanuel Pi pose la question suivante. Est-ce que les États-Unis peuvent limiter et endiguer la Chine, comme ils commencent à le faire avec le Japon, le Vietnam? Est-ce que tu crois à une alliance asiatique anti-Pékin? Pas tellement. Je vais commencer par quelque chose de vaste. Je crois que les alliances de type OTAN début de la guerre froide ne sont pas tellement envisageables. Ça a été d'ailleurs le cas en Asie face à l'Union soviétique et la Chine, qui, je le rappelle, étaient très fortement alliés dans les années 50, et les Américains ont préféré du bilatéral, et ces rapports bilatéraux, ces alliances bilatérales étaient aussi préférables pour pas mal de pays asiatiques. Et encore aujourd'hui, on sait très bien que, par exemple, pour faire avancer ensemble le Japon et la Corée du Sud, c'est relativement compliqué. Aujourd'hui, on est dans des formes de relations et de partenariats beaucoup plus souples. Beaucoup plus souple, c'est-à-dire que l'Inde n'acceptera pas d'être seulement alliée des États-Unis, c'est pas imaginable. Tout à l'heure, Sylvie Berman a rappelé qu'une des grandes révolutions géopolitiques depuis la fin de la guerre froide, d'ailleurs depuis la fin des années 80, est le rapprochement entre la Russie et la Chine, qui change tout, les équations. L'autre grand changement géopolitique, c'était le rapprochement entre les États-Unis et l'Inde. Je crois que c'est vraiment les deux grandes transformations géopolitiques post-guerre froide. Mais de la même façon qu'entre la Russie et la Chine, on doute d'une alliance, je pense qu'il n'y aura pas d'alliance entre les États-Unis et l'Inde. États-Unis, Japon, c'est une alliance traditionnelle, elle existe depuis 1951-52. Avec l'Australie, c'est une alliance aussi traditionnelle, c'est l'ANZUS de 1952. Donc, finalement, les cas originaux, ça serait le Vietnam et l'Inde, qui d'ailleurs était plus ou moins aligné avec l'Union soviétique face à la Chine à la fin des années 70, qui est assez amusant. Enfin, même plus qu'aligné, puisque le Vietnam était l'allié de l'Union soviétique contre la Chine. Et d'ailleurs, je rappelle au passage que la dernière guerre menée par la Chine a été contre le Vietnam en 1979. Donc, je crois qu'on est dans des situations, et d'ailleurs, c'est valable pour l'Europe aussi, et même pour les États-Unis, où c'est très difficile de faire un front de type guerre froide face à la Chine, d'autant plus qu'il y a ces intérêts économiques. Il ne faut jamais oublier ces intérêts économiques. Pour les Japonais, par exemple, le Shinzo Abe avait essayé de demander aux entreprises de désinvestir de Chine pour rapatrier. Ça a été un échec. Ça a été un échec. Les Coréens du Sud aujourd'hui ont des relations tout à fait cordiales avec la Chine, et économiquement, c'est absolument fondamental. L'Australie est aujourd'hui en confrontation avec la Chine. On va voir quels vont être les résultats. Mais on sait très bien que l'Australie était dépendante pour ses exportations, notamment de matières premières, de l'Australie. Il faut bien voir qu'une grande partie des gens qui font de l'argent sont intéressés par la Chine. On le sait pour l'Allemagne, qui dépend totalement commercialement de la Chine. Je vous rappelle quand même en 2020 que la Chine a dépassé la France comme premier partenaire commercial de l'Allemagne. C'est un changement historique. En France, si on n'a pas le luxe a besoin de la Chine. On sait très bien que le grand horizon du luxe, et donc des entreprises françaises de luxe qui sont numéro 1, c'est la Chine. Donc, tout à l'heure, on parlait de Navarro et de gens qui étaient anti-chinois auprès de Trump. Mais auprès de Trump, il y avait tout un tas de gens qui voulaient faire de l'argent avec la Chine, sans parler même de sa fille. Bon, donc, voilà, ça fait que par rapport à la période de la guerre froide, où des gens qui sont allés faire de l'argent Union soviétique, un peu forte dans les années 30, et encore très peu, ça n'existait pas. Et finalement, quand Lénine disait qu'on va leur vendre la corde avec laquelle ils vont se pendre, ça ne pouvait pas marcher avec l'Union soviétique, même si elle était moins fermée qu'on le pense. En revanche, la grande question, c'est est-ce que ça va marcher du côté de la… on va leur vendre le carré Hermès avec lequel ils vont nous pendre, alors. Bon.
Une question de Hans-Gerold Moukanini qui, je réunis deux questions et qui rebondit un peu sur ce qu'avait dit Pierre à la fin de sa précédente intervention. Le discours aux droits de l'homme a-t-il encore un véritable écho dans le monde, particulièrement dans le sud global, quand on sait que l'Occident se base sur une division émotionnelle entre bons et méchants? Et donc peut-être comment faire par rapport au dilemme que posait Pierre tout à l'heure, de dire ne rien dire, c'est inacceptable, et faire la leçon, c'est pas pertinent. Quelles sont, Sylvie, selon vous, les marges de manœuvre que l'on peut avoir par rapport à ce qui nous apparaît comme des violations des droits de l'homme par rapport à la Chine, mais qu'est-ce que l'on peut faire de façon, je dirais, utile, et non pas uniquement pour se faire plaisir ou pour avoir un écho? Quelle est la véritable posture que l'on pourrait adopter qui ne soit pas une imposture? C'est vraiment la question la plus difficile et la réponse n'est évidemment pas aisée. Alors, je crois, comme l'a dit Pierre, que effectivement, nous ne pouvons pas nous taire. Il est important de faire comprendre aux Chinois que le non-respect des droits de l'homme, les violations des droits de l'homme sont pour nous inacceptables. Et je crois que, ne serait-ce que pour qu'ils ne l'oublient pas, pour que ça ne passe pas par pertes et profits, il faut le faire. Et d'ailleurs, les Chinois sont aujourd'hui sur la défensive sur l'ensemble des sujets pour essayer de convaincre qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme en Chine, il n'y a pas de travail forcé, etc. Donc, je pense qu'il faut le dire, mais je pense qu'il y a aussi l'art et la manière de le dire. Parce que très souvent, on emploie effectivement ce ton très donneur de leçons, c'est nos valeurs et vous devez adopter nos valeurs. On parle très souvent à nos propres opinions publiques plus qu'on essaie de résoudre un problème. Je crois qu'il est important, et là c'est pour ça que la période Covid est désastreuse à cet égard puisqu'il n'y a plus aucun contact, mais je pense que ça doit être dit par les chefs d'État dans des conversations, y compris dans des conversations qu'ils avaient l'habitude d'avoir en tête-à-tête. Et évidemment, tout ça a disparu parce que même quand il y a encore des échanges, ça se fait par écran, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faudra effectivement reprendre ça, mais éviter ce ton de donneur de leçons, parce que là aussi, Pierre l'a dit, on ne peut pas traiter des géants de la même manière. Il y a une époque où les Chinois acceptaient les remises de listes individuelles, de cas qui posaient problème, ils y répondaient au dialogue suivant, et un jour, ils nous ont dit, ben non, on n'a plus besoin de vous, et donc on ne vous répondra pas. Et on ne peut pas ne pas prendre cela en considération, d'autant plus qu'il y a d'autres pays dans le monde, comme l'Arabie Saoudite par exemple, où effectivement on ne donne pas trop de leçons alors qu'il y a des situations qui ne sont pas très acceptables non plus. Donc je pense qu'il faut à la fois le dire, mais sans menacer, parce qu'on ne fera rien. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations sur l'efficacité des sanctions. Et les sanctions apparaissent aujourd'hui comme une punition, alors que ça devrait être un moyen de revenir à la table de négociation, mais c'est fait de telle manière que ça conduit à des surenchères totalement inutiles. Mais je suis consciente que je n'ai pas complètement répondu à la question, mais je pense que c'est effectivement impossible. Pierre Aski, plusieurs questions de Nana Aminata Touré, mais aussi de Diawara sur quelle est la place de l'Afrique par rapport à cette compétition. On sait que la Chine est très présente en Afrique, que les États-Unis se sont un petit peu désengagés. Est-ce que l'Afrique est un terrain de compétition aussi pour Moscou et Washington? Alors, la réponse est clairement oui, et on le voit de plus en plus, et je pense même, j'irai même un peu plus loin, je pense que c'est en partie sur le continent africain que se jouera le nouveau rapport de force international. Et on voit bien que toutes les puissances, les grandes, les petites, les moyennes, sont aujourd'hui présentes en Afrique. Je pense à la Turquie, l'Inde, le Japon. Il n'y a pas une puissance quelconque sur la planète qui n'a pas sa politique africaine et qui n'a pas sa stratégie d'influence en Afrique. Et on le voit, par exemple, ces jours-ci, à Bamako, des manifestants brandir le drapeau russe
pour demander le départ des troupes françaises. Donc on voit bien que tout ça est aujourd'hui extrêmement complexe. Mais pour revenir à la Chine, oui, la Chine a perçu très vite l'enjeu africain. Moi, quand j'étais correspondant en Chine, je me souviens du premier forum qui était à l'époque au niveau industriel et qui n'était pas encore au niveau politique, Chine-Afrique. C'était au début des années 2000. On en parlait très peu, ça n'a pas attiré l'attention. Et puis tout d'un coup, on a vu les premiers voyages de Hu Jintao, le président de l'époque. Et il suffisait de regarder son itinéraire. Il allait dans les pays producteurs de pétrole, de cuivre, de zinc, de platine, etc. Il y avait une géographie des besoins de l'économie chinoise. Et puis, on est passé à la vitesse supérieure avec les routes de la soie, avec cette stratégie qui est aujourd'hui au cœur de la diplomatie chinoise et qui a fait que l'Afrique est aujourd'hui… il y a une carte très intéressante de l'Afrique qui sort régulièrement avec sur chaque pays le drapeau de son premier partenaire commercial. Et l'Afrique est couverte de drapeaux chinois. Je crois qu'il n'y a qu'une seule exception en Afrique subsaharienne où il y a le drapeau français, c'est la Côte d'Ivoire. Une seule. C'est hallucinant de penser à ce basculement dans ce qu'on appelait, moi quand j'ai commencé dans le journalisme, j'ai commencé en Afrique et on appelait le précaré de l'influence française. Aujourd'hui, les pays africains votent avec la Chine contre la France ou votent avec la Chine sur la question des Ouïghours. Mais lorsqu'il y a eu l'élection du directeur général de la FAO il y a 2 ans, le candidat soutenu par Pékin l'a emporté avec le soutien des Africains contre un candidat français. Donc, ça a des conséquences. Ce n'est pas simplement en termes d'échanges commerciaux. Donc, il y a de la même manière, Huawei, barré des marchés occidentaux, a signé aujourd'hui avec les 4/5 des pays africains pour l'équipement de leur réseau télécom. Donc, on a quelque chose d'assez considérable. Les Américains s'en sont totalement désintéressés pendant l'ère Trump. Je pense que Trump est le premier président des États-Unis à ne pas avoir mis les pieds en Afrique, ni avant, ni pendant, ni après sa présidence. Et il y a eu cette phrase célèbre qu'on lui a attribuée, où il avait dit que c'était je sais pas si on peut employer des gros mots au forum de l'Iris, mais il avait dit que c'était le trou du cul du monde. Voilà, ça n'a pas amélioré ni son image ni les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Joe Biden est évidemment beaucoup plus attentif à l'Afrique. Il a, je pense, en plus compris que une partie des choses se passaient là, et il est revenu à la charge. Il y a aujourd'hui une diplomatie beaucoup plus active. Mais pour répondre à la question, oui, c'est en Afrique que ça va se jouer. Et oui, ça passera à la fois par les enjeux économiques, et là, la Chine a plusieurs coups d'avance. Elle construit des infrastructures, elle a pris contrôle des entreprises minières, par exemple. C'est très intéressant. Tout à l'heure, Sylvie parlait des batteries électriques pour l'industrie automobile. Les Chinois aujourd'hui sont dominants non seulement dans la production des batteries, mais ils ont pris le contrôle d'une bonne partie des entreprises minières, notamment en République démocratique du Congo, qui produisent les minerais essentiels à la production des batteries. Donc, ils sont en amont et ils sont à tous les niveaux de la production des batteries. Donc, on voit bien que là, il y a un coup d'avance chinois sur l'économie. En revanche, sur l'influence et sur la bataille des modèles, les Chinois ne sont pas nécessairement gagnants, parce que les régimes africains aiment beaucoup traiter avec la Chine parce qu'il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas de revendication sur les droits de l'homme, on les embête pas sur la corruption ou sur les droits de l'homme. En revanche, il y a quand même des frictions avec les opinions publiques, il y a régulièrement des incidents. On se souvient l'année dernière des mauvais traitements des Africains à Canton pendant la pandémie, avec des gestes et du racisme à l'état pur contre les Africains, qui ont eu des réactions, qui ont provoqué des réactions énormes sur le continent africain, au Nigeria, au Kenya, essentiellement dans le monde anglophone, mais en tout cas de manière très forte. Donc,
voilà, il y a une bataille d'influence sur tous les domaines et je pense que c'est au cœur aussi de la stratégie française de retour en Afrique. Même le passage par le Rwanda et l'Afrique du Sud du président Macron il n'y a pas longtemps répond dans une certaine mesure à cette volonté de contrer et de revenir sur un continent où se joue une bonne partie du XXIe siècle. Merci Pierre. Il nous reste 7 minutes avant la clôture de cette table ronde. Sylvie, une question de Michel Duclos à laquelle tu peux peut-être répondre rapidement. Que penser de l'accord Union européenne-Chine sur les investissements ? Penser qu'il a sacrément du plomb dans l'aile, ça c'est certain, puisque à peine avait-il été signé, la commission faisait montre d'une communication extrêmement, alors je ne vais pas dire agressive parce que c'était pas le mot, mais extrêmement poussée pour expliquer combien cet accord allait permettre d'améliorer les conditions de travail en Chine, en croyant bien évidemment qu'un accord engagé la Chine a évolué là-dessus, et on a vu le Parlement très rapidement, le Parlement européen réagir en expliquant qu'il était très, très peu plausible qu'il le vote. Avec les sanctions et les échanges d'amabilité qui se sont produits ces derniers mois, je crois que là, pour le coup, cet accord mettra beaucoup de temps avant d'être validé. Alors, c'est un petit peu dommage par certains aspects parce que cet accord, il portait quand même un principe qui était très intéressant, c'est le principe de la réciprocité, c'est qu'il ouvrait aussi des perspectives pour les investisseurs européens en Chine, si tant est que cette ouverture soit respectée. Donc, on enterre aussi ça si on enterre cet accord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus tellement dans l'air du temps. Alors, une question, je ne sais pas qui la prend, mais peut-être rapidement, il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que sur le climat, il n'y a pas une possibilité de coopération entre les États-Unis et la Chine ? Je veux bien la prendre. Oui. C'est une question de Larraine Aubry. Oui. Il y a un triptyque qu'essayent de mettre en avant à la fois l'Europe et les Américains, qui est de dire la Chine, c'est à la fois de la coopération, de la compétition et de la rivalité. Et dans la coopération, le premier exemple qu'on cite, c'est le climat. Et d'ailleurs, le premier contact réel entre l'administration Biden et le gouvernement chinois, c'est John Kerry, l'émissaire spécial sur le climat, qui est allé en Chine. Il est le seul haut responsable de l'administration à y être allé pour le moment. Et il y a un petit malentendu là, c'est que les Chinois ne font pas de l'action sur le climat pour faire plaisir aux Occidentaux. On a l'impression que c'est de la diplomatie positive de traiter du climat avec les Chinois. Les Chinois, comme tous les pays au monde et tous les peuples au monde, doivent régler les questions de réchauffement climatique parce que c'est leur intérêt. Et ils l'ont bien vu. Ils ne s'y intéressaient pas et ils ont torpillé les négociations de Copenhague à l'époque parce qu'ils avaient ce discours sur nous sommes une puissance en développement qui est en rattrapage, etc. C'est vous qui avez pollué le plus et tout ça. Aujourd'hui, il y a eu le smog et ce qu'on appelait l'airpocalypse à Pékin et dans les grandes villes chinoises. Il y a une classe moyenne qui veut respirer de l'air pur et qui veut que son enfant unique, qui n'est plus unique, mais respire un air pur. Donc, c'est l'intérêt du pouvoir chinois aussi d'agir sur ce terrain. Alors, profitons-en pour trouver les passerelles et agir en commun parce qu'on sera plus efficace et qu'on pèsera plus sur ces enjeux-là. Mais ne croyons pas que ça remplacera la diplomatie et la négociation sur les autres enjeux parce que c'est pas tout à fait valable. Mais en tout cas, oui, il y a un terrain de coopération évident. Alors, une question de Nicolas Allèche, peut-être pour vous, Sylvie Berman. Est-ce que c'est le soft power qui sera la clé de répartition de la compétition entre Pékin et Washington ? La question a été évoquée tout à l'heure assez clairement en disant que en fait c'est la question technologique qui va l'emporter et c'est la compétition dans ce domaine. Alors le soft power,
les États-Unis ont beaucoup perdu en matière de soft power pendant la période Trump, et même si Biden peut réparer ça, je pense qu'il ne réparera pas entièrement, parce que l'événement au Capitole, les déclarations délirantes de Trump ne s'effaceront pas et permettent aux Chinois de critiquer la démocratie dans son ensemble. D'un autre côté, la Chine a une forme de soft power quand même en Afrique, parce que justement, elle ne gêne pas les Africains et elle ne se prononce pas sur la gouvernance. Et en même temps, il y a une forme d'admiration pour le système chinois qui, précisément, sans démocratie, parvient à assurer le développement et une présence très forte dans le monde. Mais moi, je ne pense pas que il va y avoir, alors il y a ce souhait chinois d'avoir un soft power beaucoup plus fort. Ils l'ont fait à une époque avec les instituts Confucius, l'apprentissage des Chinois. Aujourd'hui, les télévisions ou les radios chinoises en langue locale, et y compris en France. Mais est-ce que pour autant on va estimer dans nos pays que c'est un système qui est supérieur à la démocratie et qu'on devrait adopter ce système? Donc je pense pas. Je pense qu'il est important qu'il y ait une présence chinoise et une présence culturelle chinoise plus importante. C'est-à-dire qu'on n'ignore pas la Chine. Aujourd'hui, on réagit dans les opinions publiques de façon assez passionnée vis-à-vis de la Chine, évidemment en se concentrant sur la question des Ouïghours. Jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas cette hostilité vis-à-vis de la Chine, qui d'ailleurs génère aux États-Unis, un petit peu en Europe aussi, des actes agressifs vis-à-vis des populations asiatiques, d'ailleurs pas seulement chinoises, parce qu'on ne fait même pas la différence. Et ça, je pense que c'est très grave. Donc, voilà, chacun va vouloir développer son soft power. Peut-être que ça a des conséquences en Afrique, mais je ne suis même pas sûre en réalité. C'est-à-dire, je crois que chacun conservera son système de référence. Merci à vous quatre pour ces échanges constructifs, passionnants. Je crois alors il y a encore beaucoup de questions, les gens beaucoup réagissent, ce qui prouve que vos propos ont vraiment suscité beaucoup de réactions. Mais voilà, on arrive à l'issue de cette première table ronde. Donc, merci à Sylvie Berman et Sylvie Matelli. Merci à Pierre Asquier et Pierre Grosser. Alors, pour chacun, on va couper là, il faut la visioconférence, et pour assister à la prochaine consacrée à la question de savoir si Biden va réconcilier Israël et il faut vous reconnecter de nouveau. Donc, merci à vous quatre. Vraiment, c'était passionnant. Et merci à tous ceux qui ont participé, qui ont écouté et qui ont envoyé la question. On se retrouve d'ici 15 minutes pour la table ronde sur les États-Unis.